Bien, nous allons demander à Pascal Cassan de venir à la barre pour nous parler de la formation et de l'initiation aux gestes qui sauvent et savoir où on en est en France. Je présume qu'on n'en est pas bien loin, mais peut-être que ça avance. Et à toi, Pascal. Je vais essayer. À toi, Pascal. Pas de conflit d'intérêt par rapport à ça, et je vais essayer de gagner un petit peu du temps, parce que je vois qu'effectivement on a pris du retard. Je ne reviendrai pas sur l'incidence de la mort subite, mais c'est vrai que lorsque l'on voit que dans le monde, ça touche 4 à 5 millions lorsque l'on extrapole les chiffres, je dirais, qui sont plus rentables sur un plan scientifique, à savoir l'Europe et les USA, néanmoins, là aussi, sur l'ensemble des données, on voit bien que la mort subite, eh bien, elle survient lors d'incidents cardiaques. C'était intéressant, je reviens sur une étude qui avait été faite en 2017 par le professeur Ednet. C'est vrai que l'inégalité de la survie en cas de mort subite est flagrante dans le monde, flagrante en France. Et il faut se poser la question du pourquoi ces différences. C'est vrai qu'on l'a dit, finalement 78% sont à la maison, effectivement peu importe, 40-50% sont témoins. C'est donc évidemment là qu'il faut agir, c'est dans l'environnement familier, et c'est là qu'on a un énorme à faire. Un énorme effort. Et ce facteur principal, le premier témoin, c'est vraiment le problème de toutes les chaînes de survie. Et il est clair que la première main qui va se pencher sur cet arrêt de la respiration et l'inconscience, parce que c'est ça la réalité de la pratique, eh bien, ce sera toujours celle d'un voisin, d'un ami ou de quelqu'un de sa famille, avec la dimension psychologique que l'on peut mettre là-dessus, puisqu'il est bien plus difficile d'agir sur quelqu'un que l'on connaît, bien sûr. Alors, comment faire ? C'est vrai, on a la volonté politique. Une volonté politique, le président de la République avait affiché en 2018 l'ambition que 80% des Français soient formés au premier secours. Alors, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Eh bien, j'ai contacté, et je remercie beaucoup le bureau de pilotage des acteurs du secours de la DGS-CGC, qui m'a donné les dernières approximations basées sur, en fait, des retours déclaratifs. C'est là aussi notre faiblesse en France, c'est que nous n'avons pas des datas qui sont parfaitement colligés. Et de ce fait, eh bien, voilà les chiffres qui m'ont été donnés. Concernant les initiations aux gestes qui sauvent, et ceci est déjà très limitatif, car de nombreux organismes font des initiations, mais sans forcément être dans un cadre que l'on appelle les GQS, gestes qui sauvent, qui avait été mis en place il y a environ 5 ans, et puis la formation au PSC1. Alors, ces données issues de la DGS-CGC, les voici. En 2022, nous avons formé en France, au niveau des GQS et du PS1, 810 000 personnes. Comme vous le voyez, en 2023, 15% à peu près. 15% d'augmentation, soit, eh bien, soyons optimistes, 1 million de personnes formées. Si je rajoute les 700 000 formés pas dans le milieu du travail, qui est le premier opérateur de formation au premier secours en France, vous voyez que les chiffres, eh bien, vont me pousser à faire un petit peu de mathématiques. Si effectivement la France, eh bien, partant sur ses 68 millions d'habitants, 80% de formés, ça, on doit se mettre à la tâche. Plus de 54 millions à former. Si on en forme 1,7 million, durée nécessaire de formation, 32 ans. Si on est optimiste, parce qu'on dit en France que nous avons 40% de la population formée, là aussi, c'est un déclaratif, aucune vérification. On peut penser qu'effectivement, on doit avoir un tiers de la population formée. Allez, 26 millions sont formés, il nous reste 16 ans avant d'obtenir les 80% de Français formés en une fois. Et l'on sait que le one-shot n'est absolument pas évident et surtout efficient. Alors, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions.
Alors, sans doute agir sur l'environnement contextuel. Alors, a-t-on des exemples? En fait, nous avons mené, au niveau du Centre mondial de référence des premiers secours de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une étude que nous avons publiée en 2019. Nous sommes en cours de mise à jour en 2024. Et c'est vrai que sur à peu près une centaine de pays qui ont répondu à notre questionnaire, ce qui couvre quand même une bagatelle de 5 milliards d'individus à peu près, on a quelques données intéressantes. Tout d'abord, le nombre de personnes formées. Alors là, un biais, c'est que je n'ai que les personnes formées par le réseau Croix-Rouge, Croissant-Rouge, et si on peut, là encore, extrapoler, on va dire que multiplions par deux ces chiffres, nous aurions effectivement probablement aux alentours de 40 millions de personnes formées pour 100 pays. Là, nous gérons 192 sociétés nationales, mais déjà 100 pays qui ont répondu, c'était assez satisfaisant. Et on s'aperçoit très vite que l'efficience vient de la diversité, c'est-à-dire une formation qui touche toutes les possibilités où on va avoir des gens qui ont besoin d'apprendre le geste, que ce soit au niveau, je dirais, du grand public, mais finalement de tous les professionnels de santé, de ceux qui s'occupent de nos anciens, de ceux qui s'occupent des prisonniers, qui s'occupent de la gestion des personnels de navigants commerciaux, de la police. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on se doit effectivement d'être très développé dans toutes les franges de la population. Alors, là aussi, on voit que la durée de validité est très probablement un facteur qu'il faut se poser. Être satisfait d'avoir 80% de la population, si un jour on y arrive, et se dire que ça suffit, et donc de les avoir formés en une fois, c'est absolument insuffisant et surtout inefficient, parce que, comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure, il disait tous les 10 ans, en fait, il y a une statistique, c'est que quelqu'un a une chance à peu près tous les 100 ans de rencontrer une mort subite. Et donc, c'est vrai que ces chiffres sont inquiétants parce que, évidemment, on a le temps d'oublier. Quand on voit qu'à 6 mois, toutes les études scientifiques le montrent, les laïcs, comme on dit, ont oublié la moitié de ce qu'on leur a enseigné en matière de premiers secours. Évidemment, si on ne se pose pas la question de la formation continue de nos citoyens, c'est quelque chose de dramatique. On voit également que les systèmes gérés par l'État ne sont pas les majoritaires. Il s'avère que, grosso modo, on va dire 22% des pays interrogés voient l'État intervenir en la matière. D'autres ont une initiative pluri-organisationnelle, pluri-associative et non pas étatique. Et les normes, justement, ces normes, elles sont finalement pas forcément données par l'État, moins d'une fois sur deux. Et là, vous voyez toujours deux couleurs, parce que nous avions fait une étude en 2015-2018, ça nous a permis de voir les modifications, mais qui ne sont pas essentielles finalement. Néanmoins, comme vous le voyez, finalement, la législation, on pourrait se poser la question, influe-t-elle sur l'efficacité de la formation au grand public? L'intégration de la défibrillation ne fait absolument pas de différence. On voit que ça monte. Vous avez à chaque fois toutes les sociétés nationales en premier, toutes les régions en premier, puis nous avions dégradé sur l'ensemble des 5 régions du globe. Mais néanmoins, on voit très nettement que l'implantation de la défibrillation, même dans des zones qui sont géographiquement, on va dire, en voie d'expansion, quand même, est en train de prendre son essor. Mais alors, pour terminer, parlons simplement de l'aspect humain. Comment augmenter le nombre de formés demain? Peut-être faut-il penser autrement. Penser autrement, ça fait mal à ceux qui enseignent le secourisme depuis des années. Mais très probablement, le formateur et l'opérateur de réception d'appels doit devenir un coach. Doit devenir un coach et être vraiment l'entraîneur de cette personne qui va mettre les mains au milieu du thorax. Deuxièmement, c'est changer les mentalités. Changer les mentalités, ce n'est pas la loi qui va le faire. C'est absolument quelque chose à travailler. Nos collègues anglo-saxons, beaucoup, lors des formations de premiers secours, ont simplement un petit questionnaire de 3-4 questions
portant sur simplement la competence to act, donc là, si vous voulez, en fait, grosso modo, le désir d'agir avant la formation, puis après la formation. On voit effectivement qu'il y a un changement. Donc on doit effectivement changer cette volonté d'agir de nos citoyens, leur faire éliminer ces éléments qu'ils ont dans la tête. On en a déjà parlé là, dans les premiers instants. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de m'impliquer, j'ai peur d'être poursuivi en justice. Et pour cela, eh bien, on doit réinsister. Réinsister d'abord, comprendre l'effet spectateur. Comprendre l'effet spectateur, c'est au moins l'étudier. C'est-à-dire se poser, c'est faire des études, mettre certains de nos doctorants sur ce problème. C'est pourquoi est-on devant quelqu'un qui visiblement ne respire pas et est inconscient et que la majorité de ces témoins ne fassent rien. Il faut faire comprendre aux citoyens ce qui se passe lorsqu'il appelle et qu'il aura de l'aide. Et donc, il aura un coach, qu'il aura un rôle, qu'il n'y a pas de complications à la mort et que, eh bien, quoi qu'il fasse, il va permettre légèrement de faire décoller cette courbe de survie. Lui donner les qualités d'être un assistant de notre système de santé et qu'il en est le premier maillon et qu'il peut toujours faire comprendre ce qu'il peut faire. Alors, c'est simple, il faut envisager une formation tout au long de la vie. Il faut arrêter d'avoir ces idées où eh bien, on est content, on a un diplôme, on est certifié, ça ne sert à rien. Certains des pays interrogés commencent au jardin d'enfants. Et puis, bien sûr, et heureusement, en France, nous nous sommes interrogés à ceux qui passent à la retraite. On leur propose maintenant des formations au premier secours. Normalement, l'employeur y est tenu. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup encore. Pierre-Yves, peut-être, on t'a pas... non, pardon. On t'a pas proposé. Et cette formation, tout au long de la vie, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et... En fait, il faut être clair, il faut que nous commencions. Il ne faut pas qu'on se mette tous là, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas très jeunes dans cette salle, mais il faut surtout s'intéresser aux jeunes. Et se dire également que tous les types d'enseignements sont les bienvenus, qu'ils soient synchrones ou asynchrones. Bien sûr, on a le face-à-face. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que l'humain, c'est vers l'humain, et c'est comme ça qu'on apprend. Mais aussi, eh bien, envisager tout. Aujourd'hui, on parle de webinaires, on parle de forums, on parle de tutoriels, de MOOC, d'applications. Tout peut nous servir et tout est positif vis-à-vis de notre population. Il faut que nous y travaillions, sans oublier, et c'était juste précédemment cette parole, c'est nos opérateurs. Nos opérateurs, ce sont des formateurs, parce qu'au moment où l'arrêt cardiaque survient, eh bien, ils seront le dernier des formateurs de celui qui pourra peut-être sauver une vie. Je vous remercie de votre attention. Merci Pascal. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Tu veux que j'aille me balader avec le micro? Bonjour Jean-Louis Coulon, toujours Matessière des Fibrilles. Votre présentation est extrêmement intéressante dans le sens où elle démontre une volonté de former un maximum de personnes, de citoyens aux gestes qui sauvent. En 2021, la loi santé, donc sous le gouvernement Macron, a établi l'obligation du passeport prévention pour chaque salarié dans toutes les entreprises, publiques et privées. D'accord ? Nous sommes en 2024 et aujourd'hui nous savons que moins de 1% des entreprises se sont intéressées à ce sujet, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanction derrière. Donc la question que je pose, mais auquel il sera difficile de répondre, je dirais, peut-on penser que cette annonce de loi santé et du passeport prévention pour tous les citoyens salariés de ce pays est une annonce pure et simple, suivie d'aucun effet, tout simplement par défaut de sanction? Parce que l'outil est là. L'outil est là. Le passeport prévention est là. On pourrait interroger les gens dans la salle, probablement grosse je dirais, participation. Beaucoup de gens salariés ont-ils simplement suivi une seule formation
dispensé par l'entreprise comme c'est obligatoire. Et je termine juste par un parallèle avec le monde de l'incendie. Le monde de l'incendie, c'est pas difficile. Pourquoi les gens sont-ils formés à l'incendie? Tout simplement parce que le monde des assurances a pris la main en disant il y a des obligations de formation, de présence de personnel formé, de suivi des extincteurs, dont nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en parler, et si vous ne respectez pas ces règles, vous serez tapé au portefeuille. En clair, il y a un incendie, vous démontrez que le personnel n'a pas été formé, on ne vous rembourse pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, 3 mètres carrés de bureau dans Paris valent plus cher qu'une vie sur le plan d'une assurance. Mais on peut quand même se poser la question du pourquoi de cette absence de volonté du gouvernement à faire simplement appliquer une loi qui existe depuis maintenant 3 ans. Voilà. Avant que tu répondes, Pascal, on peut rajouter que c'est la même chose à l'hôpital. Et je prends effectivement souvent cette analogie avec la formation incendie, qui est standard dans tous nos hôpitaux. Or, la probabilité que notre personnel soit confronté à un arrêt cardiaque est quand même infiniment supérieure à celle qui soit confrontée à un incendie. C'est certain. Je crois que oui, l'application des lois, c'est une chose, et c'est fondamental. C'est-à-dire, si on le fait, c'est fait pour ça. Sinon, pourquoi éditer des textes législatifs? C'est une chose. Mais en tout cas, sur le plan formation et on cite souvent un certain nombre de pays, dont les pays nordiques ou d'autres pays, ou parfois des provinces, parce qu'on cite toujours les USA, mais en fait, ils sont très très mal couverts. Hein. Il y a des endroits, évidemment, c'est avec Seattle en particulier, on a des exemples un peu extraordinaires, mais il est clair que je pense qu'il ne faut pas que nous allions en France vers toute législation. Je crois qu'il faut que nous arrivions là, vous disiez la réponse n'est pas simple et je ne vous la donne pas, c'est qu'on arrive à quelque chose qui permette d'impliquer le citoyen. Alors c'est aussi un mode de communication, on en parlera plus tard, je crois, dans l'après-midi de la communication, mais aujourd'hui, la communication en matière de mort subite, elle est nulle. Elle est nulle. Et il y a eu quelques essais par le passé depuis les années 2000, mais c'est très insuffisant. Et je pense que oui, appliquer les textes, dans un endroit comme dans un ministère, je ne peux pas aller à l'encontre, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Je pense qu'il faut avoir des actions de communication, des actions de sensibilisation dans des lieux justement qui peuvent être totalement anachroniques pour apprendre le massage cardiaque, comme des supermarchés, comme sur la plage, comme dans d'autres endroits où nos citoyens sont, je dirais, réceptifs aussi à ce message. Pourquoi n'avez-vous pas suivi un cours de premier secours? Il y a eu un certain nombre de statistiques qui sont là-dessus. Il y avait 3 raisons principales. C'est la première, je n'ai pas le temps. Deuxièmement, je ne sais pas où. Troisièmement, c'est parce que il faut que je paye. Donc il faut agir sur ces 3 choses. Évidemment, ça remet en question plein de réalités, des réalités économiques pour les acteurs associatifs de la sécurité civile, pour ceux qui, effectivement, vivent partiellement de cela. Ça remet en cause également la proximité. On parlait tout à l'heure des chances de survie qui sont totalement différentes d'un endroit à un autre en France. Là aussi, il faut se poser la question. Ça touche souvent un homme. Il y a souvent quelqu'un qui est l'ambassadeur et qui va dans sa ville, dans son petit village, être notre Astérix des premiers secours et développer une formation qui n'a rien à voir que de celle dans des grandes villes. Donc je crois que vraiment il y a un travail à faire là-dessus et il n'est pas seulement réglementaire. Bien, comme on a pris quelques heures de retard. Ah, une petite question alors. Allez, la dernière. Bonjour à tous, Bernard Codal. Je suis conseiller municipal délégué à la santé publique à Bondu, près de Lille. Donc j'interviens parce que j'ai l'occasion de faire je partage totalement vos propos concernant
la formation et l'après-formation, puisque effectivement, c'est pas tout de former les gens, mais 3-4 ans après, ils ont oublié. Donc, ce qu'on a mis en place à Bondu, donc on a mis en place des formations PSC1 non payantes pour l'instant. C'est des communes qui font payer. Il y a aussi possibilité maintenant par des mutuelles ou des assureurs de faire des formations. On a mis aussi en place, grâce au docteur Benhamer, puisqu'il est pas loin où j'habite, les formations massage cardiaque avec l'achat de mini-mannequins pour que les gens qui ont fait la formation, voire les autres, puissent s'initier au massage et au défibrillateur. Et aussi, bien sûr, le docteur Benhamer m'a rappelé aussi qu'il fallait mettre à jour la géolocalisation avec le fichier, et ça a été fait en temps et en heure. Donc, alors je m'interroge parce qu'il y a quand même des pays nordiques, me semble-t-il, qui ont des taux importants des gens qui ont été formés. M'a-t-on dit, c'est que pour avoir un permis de conduire là-bas, en Suède, en Norvège, il faut avoir passé le PSC1 ou l'équivalent. Et c'est exact. En tout cas, déjà, quand vous utilisez le terme PSC1, déjà, je me dis que ça ne peut pas attirer le citoyen. Prévention et secours civique de niveau 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Comment on peut donner envie aux gens de suivre la prévention et secours civique de niveau 1 s'il n'y a pas quelqu'un qui leur explique qu'il y a des choses derrière qui sont vachement intéressantes ? Ça, c'est déjà l'élément qui est vraiment terrible de des idées qu'on sort en France de temps en temps. Et ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je crois qu'il faut comprendre que n'importe quoi, n'importe quel outil peut améliorer la qualité de la réponse de notre population. Ils lisent déjà un dépliant. S'ils ont eu même une petite initiation, mais ils relisent un dépliant qui est bien fait, ou ils utilisent une application, ou ils utilisent vraiment tout outil possible, eh bien, ils amélioreront leur désir de passage à l'acte. Je crois que c'est l'élément fondamental, et après ça tient à nos professionnels. C'est parce que là il faut bien diagnostiquer l'arrêt cardiaque et puis ensuite les coacher pour allez on est capable de le faire, allez-y, allez, mettez vos mains au milieu du thorax, appuyez, allez on y va, et 1, et 2, et 3. Et ensuite la chaîne aura démarré, mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais je pense que il faut être optimiste, il n'y a pas de raison, il faut continuer. Soyons optimistes. Pour finir mes propos, effectivement, donc, on est une commune de 10 000 habitants. L'objectif qu'on s'est fixé pour le mandat, c'est 5% de formés. Nous sommes pour l'instant à 3. On a pris un peu de retard à cause du Covid. Bien, merci beaucoup. On va passer au deuxième thème. Merci beaucoup, Pascal. Nous allons passer au deuxième thème. N'hésitez pas à la pause de venir vous entretenir avec les orateurs qui seront très certainement prêts à répondre à toutes vos questions et à partager avec vous. On va passer la journée ensemble, donc toutes ces questions pourront être posées à différents moments de la journée.